Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur du sens. Cet été, je te propose une mini-série spéciale Burnout. Dans chaque épisode, je donne la parole à une personne qui l'a vécu pour comprendre, se sentir moins seule et avancer. Et pour cette semaine, je reçois Christelle Duval, créatrice du podcast TerraJob, pour parler Burnout et neuroatypie. Elle raconte la suradaptation, les signaux du corps, le diagnostic tardif et ce qui l'a aidé à se reconstruire. Bonne écoute. Du coup, bonjour Christelle. Bonjour Audrey. Merci beaucoup, merci d'avoir accepté cette interview. Alors, tu es la première interviewée. Donc, merci, c'est mon petit baptême avec toi. Donc, je vais te laisser te présenter en quelques mots. Avec plaisir. Donc j'ouvre le bal. Donc je m'appelle Christelle Duval. Enfin, j'ai un profil un peu multipotentiel, si on peut dire ça comme ça. J'ai un côté artiste avec la photo, avec la musique. J'ai découvert mes neuroatypies aussi il y a pas très longtemps, donc à ce qu'on appelle des diagnostics tardifs, donc qui ont permis de mettre des mots sur les difficultés que j'avais rencontrées durant toute ma vie et qui ont aussi permis finalement, comme on va parler du burn-out, après cette étape de vie, de pouvoir me reconstruire avec des nouvelles informations sur mon propre fonctionnement et ne plus refaire les choses de la même manière, hein. Je crois qu'on attribue à Einstein cette phrase de vouloir réessayer en fait de refaire les choses de la même façon et espérer un résultat différent. Donc je me suis un peu retrouvée dans cet écart-là. Donc à côté de ça, une vie professionnelle beaucoup basée sur des jobs alimentaires. J'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire de ma vie. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai eu plus de 20 emplois en 25 ans. J'ai fait vraiment beaucoup de choses. J'ai travaillé dans l'administratif, dans le commerce, des choses un peu plus pointues en cabinet d'architecture, mais sans jamais me dire ça c'est moi, ça c'est pour moi. Je me sens à ma place. Et au bout de 6 mois, 8 mois, 9 mois, je m'ennuyais. En plus, quand j'essayais d'apporter des informations, des détails, des choses, on ne m'écoutait pas. Tu vois, donc ça me frustrait quelque part. J'avais l'impression de faire du surplace systématiquement. Donc je changeais de job. On appelle ça des démissions par épuisement. Donc j'ai changé de job presque comme de chemise, hein. Et à côté de ça, eh ben aujourd'hui, j'ai lancé un podcast TerraJob, donc justement qui parle du job, de l'inclusion au travail, de toutes ces choses qui sont aujourd'hui importantes depuis mes diagnostics. C'était une interrogation pour moi avant, tu vois, c'était vraiment une problématique le travail. Et aujourd'hui, j'essaye d'avancer maintenant en essayant d'être un peu comme une éclaireuse. C'est un peu en partageant les parcours de personnes qui ont réussi à construire leur propre activité ou qui ont réussi à s'adapter en milieu salariat, par exemple, mais de manière différente. Enfin, voilà, tout ça est très, très, très intéressant et très important. Et mon leitmotiv, c'est vraiment remettre l'humain au cœur des choses. Et c'est aussi le monde du travail, en fait, comme écosystème vivant. C'est vraiment tout ça qui me tient à cœur. Voilà. Et justement, ton burn-out, il date de quelle année ou alors ça fait combien de temps? Mon premier burn-out, je l'ai vécu, en fait, entre 2020 et 2021. Alors, le premier burn-out que j'ai, si tu veux, identifié, je pense que j'en ai eu d'autres déjà bien avant. Je savais pas que c'était du burn-out. Je prenais ça pour des crises, des dépressions. Mais effectivement, le premier que j'ai identifié moi en tant que tel, c'est quand je suis arrivée entre 39 et 40 ans, où là vraiment, c'est devenu un énorme souci, d'une manière générale, la vie que je menais, et juste avant les diagnostics des neuroatypies. Et ton burn-out, tu le qualifierais de professionnel, personnel, émotionnel, un mélange? Ça a été vraiment un tout. Le burn-out a vraiment pris tous les pans de ma vie, en fait. Il y avait la partie professionnelle, évidemment, qui ne marchait pas bien. Et c'est devenu aussi quelque chose d'émotionnel, personnel. Et chez les personnes neuroatypiques, on le dit souvent, on n'arrive pas à scinder, en fait, la partie professionnelle de la partie émotionnelle. Son propre être, en fait, est un tout. Donc la partie professionnelle déborde sur la partie émotionnelle, privée et inversement. Du coup, c'est vraiment devenu un burn-out général. Et justement, alors pour les auditeurs qui découvrent le mot neuroatypie, est-ce que tu peux nous définir rapidement la neuroatypie, c'est quoi? Alors, la neuroatypie, c'est un fonctionnement cognitif qui est différent. La neuroatypie, ça comprend plusieurs choses. Tu peux avoir un haut potentiel intellectuel, qui est une neuroatypie,
mais qui n'est pas un trouble en tant que tel. A priori, quelqu'un qui a un haut potentiel intellectuel, mais qui n'a pas un trouble associé, s'en sort relativement bien en général. Voilà, c'est pas 100% non plus, hein. Ce qui pose effectivement problème, c'est quand on a de la neuroatypie en trouble. Donc, comme le TDAH, en l'occurrence, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ce qu'on appelait avant la constellation 10, mais qui a changé de nom aussi au fur et à mesure. Maintenant, on parle de troubles du langage écrit, de troubles de langage oral, etc. Il y a bien sûr le TSA, le trouble du spectre de l'autisme. Il y en a d'autres, hein, mais bon, voilà, c'est en généralité, on va retrouver du TSA, du TDAH, des 10 beaucoup chez les gens, souvent d'ailleurs associé avec un haut potentiel intellectuel, ce qui fait que tu sens bien que tu t'intéresses à des choses, tu fais des liens, tu vois, ça va très vite dans ta tête, et d'un autre côté, tu sais pas matérialiser les choses ou tu sais pas comment t'y prendre. Enfin, il y a des gènes, il y a vraiment des problématiques qui font que tu n'arrives pas à avancer. C'est le revers de la médaille. Les personnes qui sont neuroatypiques ont une capacité de compensation et c'est ce qui amène souvent au burn-out, c'est-à-dire que des années, on compense jusqu'au moment où. Toi, dans ton burn-out, est-ce que tu as eu des signes? Donc, dans celui de 2020, Il y a eu des signes. D'abord, le corps réagit. C'est-à-dire que chez la femme, tu vas avoir un dérèglement des hormones, les menstruations qui vont se présenter de manière plus irrégulière et beaucoup plus fréquente. Alors après, ça change d'une personne, d'une femme à l'autre, hein, ça c'est évident. Moi, à l'époque, je prenais une pilule qui me stoppait les règles parce que le gynécologue avait identifié des fibromes. Et tout à coup, les règles sont revenues un peu du jour au lendemain. Et je passais 10-12 jours avec des règles, donc j'étais hyper fatiguée. Ça s'arrêtait quelques jours, je n'avais pas le temps de m'en remettre, que à nouveau mal dans le bas du ventre, le cycle repartait. Je pense aussi que le fait d'avoir été mise sous anxiolytique à ce moment-là n'a pas aidé, hein, parce que mon médecin, le pauvre, il savait pas ce qui se passait en fait, hein, donc d'abord, on m'a proposé du Stresam. Finalement, on est passé à la vitesse supérieure. Je me rappelle plus du nom du médicament. Alors là, tout pouvait me passer dessus. Je m'en foutais littéralement, tu vois. Mais tu peux pas vivre non plus en prenant de l'anxiolytique tout le temps. Je refaisais des migraines. Je faisais beaucoup de migraines aiguës quand j'étais jeune, quand j'avais une vingtaine d'années. Tiens, ça avait diminué en fait après sur les années suivantes et là c'est revenu. Donc j'avais régulièrement mal à la tête, des maux de ventre. Il y a aussi les problématiques physiques, si tu veux, des troubles, hein, parce que j'ai un TDAH, un TSA, entre autres, avec des 10 aussi. Il y avait ces problématiques-là. Donc le TSA t'identifie pas très bien. Tu sens que tu intériorises des choses, mais en même temps, tu sais pas les identifier. C'est quelque chose de compliqué. Donc je sentais bien, si tu veux, d'une manière générale, à la fois corporelle comme émotionnelle et même cérébrale, qu'il y avait vraiment quelque chose qui allait pas, mais sans vraiment comprendre ce qui se passait. Et en fait, moi, j'ai cru que je devenais folle. et justement, il y a eu un élément déclencheur qui t'a permis de mettre un mot sur le burn-out? Une personne extérieure? Comment ça s'est passé? Personne a nommé ça un burn-out. Personne. Je me suis aperçue moi-même que j'avais vécu un burn-out. Donc là, quand je te parle du burn-out, vraiment du gros burn-out, on était 2020-2021. Je pense que c'était un burn-out général mêlé à un burn-out autistique aussi, hein. C'était vraiment l'explosion en plein vol. C'était la décompensation de toutes ces années où j'avais dû m'adapter, voire me suradapter. Et finalement, c'est en discutant avec mon neuropsychiatre en 2023, quasiment 2 ans qui se sont écoulés ensuite, en lui expliquant mon parcours avant, dans l'enfance, etc. Et en arrivant dans cette année à cheval entre mes 39 et 40 ans, il me dit, ça a en effet tout l'air d'un burn-out, mais j'avais pas été prise en charge en tant que telle à ce moment-là. Donc, je me suis gérée toute seule. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans cette période-là? Moi, j'ai vraiment cru que je devenais cinglée. D'abord, j'avais beaucoup de pudeur par rapport à ça parce que je me suis dit, si je développe une démence ou quelque chose comme ça, comment est-ce qu'on en parle? Puis en 2020, 2021, tu vois, j'avais ma fille qui avait 15 ans, donc
c'était critique, quoi. Je savais pas trop comment gérer ça. J'ai été voir 4 psys. Donc, je démarrais, en fait, des thérapies et je me sentais pas mieux. En dernier, on m'avait conseillé un super psychologue, docteur qui faisait des conférences, etc. Je l'ai vu 2 fois, il m'a pris 2 fois 80 balles. Je suis sortie de ces 2 séances, j'y suis pas retournée. Je me suis dit, ça ne correspond pas du tout. Ouais, c'est difficile, hein. Si personne n'arrive à te mettre le mot dessus, ou si t'as pas quelqu'un d'extérieur objectivement à ce moment-là, c'est difficile de comprendre. Et si tu comprends pas, tu sais pas. Et si tu sais pas, tu peux pas mettre en place les éventuelles choses qui peuvent t'aider à t'en sortir. Et qu'est-ce qui, toi, t'a aidé à t'en sortir? Je me suis battue seule, je pense. Seule et pas que. C'est-à-dire qu'en fait, j'en parle souvent dans les échanges Terra-Job que j'ai. J'ai eu la chance, courant 2021, donc dans tout ce marasme-là, je donnais des cours de piano à un jeune homme. J'étais entrée en bonne relation avec sa maman. Et sa maman m'explique que son fils aîné est neurodivergent. Et moi, tu sais, je savais pas du tout ce que c'était. Toute ma famille, d'ailleurs, hein, quand je vois mes parents, parce que pour moi, c'était normal, en fait. Tout le monde était comme ça chez moi. Tout le monde perdait ses clés, tout le monde cherchait tout le temps quelque chose. Mais en même temps, on avait des discussions sur la géopolitique, Moi, j'ai grandi comme ça, donc c'était quelque chose de tout à fait normal. Et pour moi, tous les gens étaient comme ça. Et la maman d'Anton, elle me voit, en fait, partir après un cours en train de chercher, enfin, de regarder, tu sais, si j'ai mes clés, mon téléphone, mes affaires, et elle me regarde et elle me dit, tu serais pas un peu 10. Elle m'a vraiment sorti cette phrase, tu serais pas un peu 10. Et la phrase, sur le moment, je la comprends pas, parce que je savais pas, à ce moment-là, ce que c'était qu'être 10. J'avais vaguement entendu parler de dyslexie, de choses comme ça, et je savais en plus que j'avais des problèmes pour lire, par exemple. Mais ça n'avait jamais été évoqué de près ou de loin dans mon entourage, ni familial, ni à l'époque où j'étais à l'école, jamais, ni les médecins que j'avais été voir. Donc c'est avec la maman d'Anton qui s'appelle Magali. Grâce à elle que j'ai pu faire ce cheminement. J'allais vraiment pas bien, hein, je pense. Au début, quand on avait ces échanges-là, elle a preuve d'une patience extraordinaire avec moi. Elle m'a vraiment laissé le temps de faire mes recherches, d'écouter des audios, de lire des articles, comme je sais faire, très transversal, pour aller chercher les infos qui m'intéressent et faire cette première démarche d'aller prendre un rendez-vous avec un neuropsychiatre, quoi. Et là, effectivement, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment pu être aidée, suivie et poser des mots sur tout ce que j'avais vécu. Et tu as changé des choses depuis ton burn-out, dans ton entourage, dans ton milieu de vie, ton cadre de vie? Je crois que j'ai changé beaucoup de choses. D'abord, je ne me force plus à faire ce dont je n'ai pas envie. Notamment quand je sens que, tu vois, je suis pas en forme, par exemple, pour enregistrer un podcast, ou quand je suis pas en forme pour aller prendre un café, si j'ai dit à ma compagne qu'on y allait, bah, je n'y vais pas. Donc avant, j'étais toujours ce truc où tu t'es engagé, faut y aller, il n'y a pas de place pour revenir en arrière, tu vois, pour changer d'avis. Donc ça, c'est une première chose, je m'écoute. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup parce que du coup, à partir du moment où tu te forces plus, tu gaspilles plus d'énergie, cette énergie précieuse dont on a besoin et quand on est neuroatypique, encore plus. Je suis tombée un jour en faisant encore une fois mes recherches sur la théorie des cuillères et ça m'a tellement parlé. Et tu vois, là, il fait beau et je savais qu'on avait notre podcast de prévu et je voulais aller faire un tour en moto après et j'irai pas parce que je suis épuisée. J'étais déjà épuisée ce matin. J'avais rendez-vous avec ma psychologue ce matin. J'ai enfin trouvé une psychologue qui me convient. Ça, c'est très important. Ça, c'est vraiment très important. Si j'ai vraiment un message à communiquer, c'est que il faut trouver, et parfois on en essaie plusieurs, hein, mais il faut vraiment trouver en fait un psychologue, un psychiatre, enfin, avec qui vraiment ça se passe très bien, quoi. Ça fait du bien de parler avec cette personne-là, on se sent totalement en confiance, et quand la séance est finie, on se sent soulagé, comme si, tu sais, il y avait une couche de galère qui était partie. Ça, c'est vraiment, pour moi en tout cas, c'est vraiment libérateur et ça fait vraiment beaucoup de bien, quoi.
Beaucoup plus d'écoute de toi et un suivi constant, même après le burn-out. Absolument. Je dirais même que le suivi après burn-out, pour moi, il est encore plus important. Alors, il est plus important parce que j'ai pas eu de suivi pendant, parce que effectivement, j'avais pas du tout identifié ça et j'avais personne autour de moi qui l'avait identifié. Donc, je pense que le suivi post est d'autant plus important. Et en fait, il faut aussi s'entourer de gens qui nous font du bien. C'est-à-dire que si on peut le faire, on ne peut pas toujours le faire comme on aurait envie, mais si on peut le faire, faut couper des contacts qui sont toxiques, des contacts qui n'apportent rien, des contacts qui sont chronophages en termes d'énergie, où c'est toi qui es tout le temps le moteur, etc. Moi, je me suis rendu compte que j'étais toujours très moteur dans plein de choses, dans des relations, et j'ai mis fin à tout ça. Je me suis recentrée, en fait, je crois. Je crois que le maître mot, c'est ça. Justement, si tu devais donner un conseil à un auditeur qui aujourd'hui se dit, je ne sais pas si je suis pas en burn-out, le premier truc à faire, ce serait quoi pour toi? La première chose à faire, si tu te sens en burn-out, la première chose, si tu es en activité, la première chose à aller faire, selon moi, c'est aller voir le médecin pour te faire mettre en arrêt. Il faut stopper. Il faut stopper la machine. Il faut stopper la machine parce que je crois que ça s'emballe. Alors, toi, tu es coach burn-out. Tu le sais certainement mieux que moi, hein. Moi, je l'exprime par rapport à ce que j'ai vécu, ressenti, expérimenté. Mais je pense que la première chose à faire, c'est de stopper l'emballement de la machine pour pouvoir se mettre au calme et ensuite, éventuellement, prévoir de contacter un professionnel comme toi ou un psychologue spécialiste dans le burn-out. Voilà, ça me paraît essentiel. Tu as des ressentis positifs envers ton burn-out ou est-ce que c'est quelque chose que tu aurais aimé éviter à tout prix? Je remercie mon burn-out, vraiment, parce que grâce à lui, d'abord, j'ai pu entrer en démarche diagnostique, donc découvrir réellement qui je suis et comment je fonctionne. J'ai pu aussi mettre en place des routines, des choses qui me conviennent bien et qui m'aident à affronter chaque journée sans y laisser ma peau. Et parce que ça a aussi permis à mon entourage très proche, à ma fille, même mes parents. Bon, mes parents sont d'une génération, évidemment, la fameuse génération silencieuse, les 70 ans et plus. Donc, quand j'ai parlé de burn-out, quand j'ai parlé de neuroatypie, quand j'ai parlé de tout ça, c'était très abstrait pour mes parents. Et mes parents sont loin d'être des abrutis, donc ils se sont posé des questions quand même. Et ma maman me dit un jour, mais les gens perdent pas leurs clés? C'était mignon, la façon dont elle m'a posé cette question. Et je lui dis, non, maman, si, a priori, les gens perdent pas leurs clés. Pas tous. Ils ont un endroit, en fait, où ils mettent leurs clés. Et ils ont l'habitude d'aller mettre la clé là où la clé doit être. Nous, en revanche, à chaque fois, on fait autre chose, on discute, on pense à autre chose, on n'a pas fini notre première action, qu'on est déjà sur la troisième ou la quatrième, et du coup, fuite de l'endroit où on a posé la clé. Mais le lendemain, quand tout à coup, on a besoin de la clé de la voiture pour repartir, là, c'est la crise, c'est le drame. Il faut chercher la clé pendant une demi-heure. Si entre-temps, t'as pas perdu ton double, tu peux prendre le double. Mais si déjà t'avais perdu ta clé et que t'as pris le double, non mais tu vois où est-ce que ça t'emmène? Et là, je pense que ma mère, tu vois, on peut en parler sur le ton de l'humour. Moi, j'en parle beaucoup maintenant sur le ton de l'humour. Mais quand on vit ça au quotidien, tu deviens dingue quand tu cherches ta clé pendant une demi-heure et que t'es en retard, que t'as un rendez-vous, t'as envie de tuer tout le monde, hein. Donc voilà, je pense que effectivement, ma maman, malgré sa génération et leur côté très, tu vois, très, faut se lever pour aller travailler. On n'a pas le droit de dire si on se sent pas bien. On n'a pas le droit de pas aller travailler même si on est malade. Il y a quand même une prise de conscience sur certaines choses et c'est bien. Tu penses que tu serais au même point aujourd'hui si tu n'avais pas vécu ton burn-out? Non, j'aurais certainement mal fini. C'est-à-dire que il y a aussi évidemment la présence de ma fille qui fait que pendant toutes ces années, il a fallu que je m'accroche à ces responsabilités-là parce que ma fille est quelqu'un de très important pour moi. Par contre, si effectivement j'avais pas vécu ce burn-out, j'aurais pu décider, tu vois, un soir comme ça, sur une route sinueuse, de me prendre un arbre ou de terminer les roues en haut. Enfin voilà, j'ai eu des pensées suicidaires. Ouais, ouais.
si on doit finir sur une note d'espoir pour quelqu'un qui est en burn-out aujourd'hui et qui a l'impression de ne pas voir la fin du tunnel, à quoi il peut s'accrocher? Il faut s'accrocher à la vie. Il faut s'accrocher à la vie. Il faut s'accrocher aux passions qu'on a. Tu sais, moi, pendant cette période de burn-out, en fait, j'ai énormément été prolifique au niveau de la création. J'ai fait beaucoup de musique. J'ai donné beaucoup de cours de piano parce qu'en plus, tu sais, 2020, 2021, c'était la période du Covid. Donc, on a vécu, je pense que ça n'a évidemment pas aidé mon burn-out, hein. D'abord, j'ai eu une peur terrible de me retrouver enfermée chez moi. Tu vois, les injonctions, tout ça. Et ensuite, je n'arrivais plus à sortir de chez moi. Donc, ça a été difficile aussi à vivre et je pense que ça en a rajouté finalement à tout ce contexte un peu difficile et anxiogène. Mais il faut se raccrocher à... C'est ça. Il faut vraiment... J'ai fait de la musique, j'ai donné des cours. Il y a des gens qui ont voulu se mettre à la musique parce qu'ils avaient du temps à tuer, hein, pendant cette période. J'ai lancé ma signature, si tu veux, d'artiste photographe, voilà, d'artiste visuel. Depuis, j'ai une page maintenant artiste sur une galerie numérique qui est Singular, qui est une galerie qui a quand même une bonne presse et qui s'est bien développée. Et tu vois, au tout début, aux prémices de première création, ils m'ont pas accepté. Et quand j'ai repostulé 1 an et demi après, j'avais déjà un peu fait émerger vraiment une histoire, raconter une histoire dans ce que je créais comme visuel, comme réalisation visuelle. Et du coup, ils m'ont offert effectivement une page d'artiste sur leur galerie numérique. Donc, il y a eu tout ce cheminement. Donc, en effet, il faut se raccrocher à la vie. La nature fait énormément de bien. Aller se promener en nature, ça paraît bête, mais moi, j'ai fait des câlins à des arbres et ça m'a fait un bien fou. Ça a un nom, je me rappelle plus lequel, mais ça a un Je ne nom. sais plus non plus. Il faut se raccrocher à tout ça et ça prend le temps que ça prend, mais on s'en sort, je pense, et quand on y revient, on n'est plus le ou la même. Ça, c'est une certitude pour moi. Merci vraiment, Christelle, pour ce partage. Merci pour de nous avoir permis d'avoir une des visions. J'ai partagé ma vision dans un des tout premiers épisodes avant cette interview-là parce que justement, je voulais pas me laisser influencer. Je retrouve beaucoup de choses que j'ai vécues. Je retrouve voilà, beaucoup de similitudes dans le burn-out. Je n'aime pas quand on met des gens dans des cases. C'est pour ça que j'ai voulu faire beaucoup d'interviews. Il y a quand même des choses qui reviennent. Mais voilà, chaque individu a son propre burn-out, chaque individu a sa propre manière de le gérer, d'en sortir, de changer son extérieur ou pas. Je mettrai dans la description tous les liens pour voir TerraJob, pour voir ta galerie, si tu es OK. Parce que c'est Ah, vrai bah que oui, au ouais. niveau créativité, le burn-out permet, comme tu disais, de se recentrer sur soi et de faire émerger des choses parfois magnifiques. Donc, je partagerai tout ça. Et puis, merci beaucoup encore. Merci. Merci à toi, Audrey, pour cette invitation. Merci beaucoup. Et voilà pour cette rencontre avec Christelle. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner pour suivre la mini-série et à partager aussi ce podcast autour de toi. C'est ce qui l'aide le plus à grandir. Tu peux retrouver toutes les infos sur Christelle et ses liens dans la description de l'épisode. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre.